Bon après-midi. Bienvenue à cette séance en petit groupe consacré à la politique et l'action féministe au Canada en matière d'aide internationale et leçons tirées. Je m'appelle Dominique Larochelle et je suis responsable de l'égalité des sexes et de la programmation. Et dans les dernières années, j'ai eu l'occasion de travailler sur un programme qui s'appelle Born on Time, qui est le premier partenariat public-privé consacré à la prévention des naissances prématurées et qui est maintenant la principale cause de mort des enfants de moins de 5 ans dans le monde. Ce programme a donc été mis en œuvre par 3 Canadiens et des ONG, Vision mondiale Canada, Save the Children, Plan international Canada aussi, dans 3 pays, le Bangladesh, l'Éthiopie et le Mali. Nous avons eu l'occasion de travailler avec 2 partenaires financiers de premier plan, Affaires mondiales Canada et Johnson & Johnson. L'objectif de ce programme était donc d'essayer de remédier de prévenir les naissances prématurées en s'attaquant aux facteurs de risque. Ces facteurs de risque ont des dimensions importantes d'égalité des sexes. Ça signifie que si on veut vraiment avoir un impact, il faut examiner les dimensions du genre dans tous ces facteurs et prendre des mesures spécifiques pour s'attaquer à tout obstacle lié au genre ou à l'égalité des sexes. Pour ce faire, au début du programme, l'équipe Born on Time et le travail sur l'égalité des sexes a développé une stratégie d'égalité des sexes afin d'aborder toutes ces dimensions d'égalité entre les sexes, qui sont des facteurs de risque, et les obstacles liés au sexe aussi qui peuvent affecter les naissances prématurées. Ça va donc axer cette stratégie autour de 3 grands domaines d'action. Autonomiser les femmes et les filles, impliquer les hommes et les garçons et rendre les services de santé plus sensibles à la dimension du genre. Maintenant, vous savez que nous clôturons ce programme, nous en apprenons beaucoup sur son impact. Alors aujourd'hui, nous pensions que ce serait intéressant d'entendre directement de certaines des parties prenantes de ce programme qui ont travaillé très dur au cours des 5 dernières années afin de mettre en œuvre la stratégie d'égalité des sexes, mais qui ont aussi bénéficié du travail effectué sur le terrain dans ces 3 pays. Aujourd'hui, donc, nous aurons l'occasion d'entendre 3 super personnes. Donc, nous allons avoir une adolescente du Bangladesh, un membre du personnel en Éthiopie, ainsi qu'une sage-femme au Mali. Elles nous feront part de leurs réflexions sur le programme, de ce elles ont vu sur le terrain et la façon dont le fait de naître à temps permet de prévenir le fait de mettre en place plutôt les stratégies permet de prévenir les naissances prématurées et lutter contre les inégalités entre les sexes. Alors j'espère que vous allez aimer la vidéo. Merci. Dans la région d'Amara, les femmes ont une autonomie limitée, peu leur mot à dire dans les décisions des foyers et font face à des violences aussi. L'égalité des sexes étant au cœur du programme. En Éthiopie, le duo est inaudible. Donc, le programme d'action pour les hommes, pour impliquer les hommes, permet de faire la promotion des comportements positifs. Ils se regroupent et parlent des attitudes, des comportements. 35 hommes, bref, se sont réunis et avec des modérateurs, on peut être présent aussi dans les groupes afin de mener le programme. Nous avons vu ensuite des histoires positives et des changements dans les attitudes communautaires. Un jeune prêtre aussi, par exemple,
participer à tout cela. Auparavant, lorsque il se fâchait contre sa femme, mais avec les activités de sa femme, il s'implique pour la cuisine, aller chercher de l'eau, chercher du bois pour le feu. Il a dit qu'il ne pensait pas qu'élever les enfants était aussi de sa responsabilité. Le programme permet de comprendre que les activités doivent être partagées avec un partenaire qui est notre égal. Aussi, les mariages forcés étaient en train de compromettre la vie des adolescentes. Des changements positifs pour soutenir sa femme, pour la faire prendre aussi part aux décisions du foyer, ont été notés. Elle s'assure aussi que sa fille va à l'école, ne rate pas une journée. Les membres du comité aussi ont reçu la formation. Ce travail est bien important parce que on voit les changements d'attitude, on améliore la qualité de vie des hommes, des femmes, bien sûr, et des adolescentes, surtout. On réduit ainsi l'immortalité prématurée des enfants. Bonjour, je m'appelle Madame Jara Tigassana, je suis sage-femme au CCRF de Sigasso. Et grâce à l'intervention de Born on Time et les formations que j'ai reçues avec Born on Time, ça m'a vraiment aidé à améliorer la façon de mon travail. Et avant, pendant les consultations avec les femmes, on posait des questions cliniques. Mais avec les formations reçues avec Born on Time, on essaie vraiment d'adapter les soins aux besoins spécifiques des femmes et des adolescents dans les centres de santé. Et en faisant la sensibilisation. Et concernant les femmes, et on essaie de voir est-ce qu'il y a des comportements à risque qui peuvent être la cause des accouchements prématurés ou est-ce qu'il y a des choses qui empêchent les filles, les adolescents de fréquenter les centres de santé. Et grâce aux formations de Born on Time, on a fait des sensibilisations au niveau des associations féminines et on les a montré comment est-ce que ces comportements-là peuvent provoquer des avortements ou des accouchements prématurés, tels que l'exposition à la fumée et à la poussière et les travaux lourds que les femmes effectuent pendant la grossesse. Donc, grâce à ces sensibilisations, on a beaucoup aidé les femmes pour éviter beaucoup d'accouchements prématurés. Et concernant les adolescents, on a d'abord sensibilisé les femmes. Et c'est ces femmes-là aussi, à leur tour, qui vont sensibiliser leurs filles, leurs petites sœurs, afin que ces filles-là peuvent fréquenter les centres de santé. Donc, on a vu que tant que les adolescents ne fréquentent pas les centres de santé, leurs besoins ne seront pas pris en compte. Mais lorsqu'ils vont fréquenter les centres de santé, et nous allons pouvoir les aider et régler les problèmes qui est crucial chez les adolescents. Donc, et ces problèmes qui sont chez les adolescents, il y a les comportements à risque qui peuvent amener des grossesses non désirées et les grossesses précoces et notamment aussi les maladies sexuellement transmissibles. Donc, concernant les causeries avec les adolescents, donc, on les explique comment est-ce qu'ils peuvent se protéger contre ces grossesses précoces et non désirées et contre les maladies sexuellement transmissibles. Et par la même occasion aussi, on les montre les méthodes de planification familiale
Et c'est l'adoption de ces méthodes de planification familiale qui va les aider à éviter non seulement les grossesses précoces et non désirées, ainsi que les maladies sexuellement transmissibles telles que le VIH-Sida. Et aussi, grâce aux formations reçues avec Born on Time, on a sensibilisé aussi les hommes pour qu'ils puissent accompagner les femmes pendant la grossesse. Non seulement l'accompagnement physique lors des consultations prénatales et l'accompagnement moral et en famille, tel que aider, dispenser les femmes de faire les travaux lourds pendant la grossesse. Et vraiment, on remercie Born on Time pour ces appuis qu'il a eu à faire au niveau de notre communauté et pour lutter contre les grossesses précoces et l'accouchement prématuré. Je suis Tamana, je suis en 11e année. Le plan international Bangladesh a commencé à être mis en place par le biais du projet Born on Time dans notre région. J'ai appris les problèmes reliés aux adolescentes. J'ai rejoint un groupe d'adolescentes Born on Time. Nous avons discuté des enjeux de santé pour les adolescentes, comme la gestion de l'hygiène menstruelle, le travail sur les émotions, la sensibilité au genre et le mariage infantile à l'adolescence. La menstruation est un des signes les plus importants qui survient chaque mois pour une adolescente. On le considérait comme une maladie auparavant, en fait. Lorsqu'on a commencé à travailler avec Born on Time ou à s'impliquer avec le groupe, eh bien, nous avons appris des discussions en détail que c'est un processus naturel comme tout autre processus physique. C'est aussi un processus naturel dans la vie. Alors, on doit y aller doucement, faire les tâches quotidiennes comme manger des aliments nutritifs, etc. Une femme enceinte, je dirais, mange non seulement des aliments nutritifs essentiels pour elle, mais aussi pour l'enfant qui grandit en elle. Ainsi, de mettre au monde un enfant en santé permet de sauver l'enfant d'une naissance prématurée. La mère doit manger des aliments nutritifs. Lorsqu'une fille se marie avant 18 ans, elle devient victime d'un mariage d'enfant, en fait, et si elle donne naissance, elle n'est pas vraiment en forme physique pour donner une bonne naissance. Cela aussi lui empêche d'arriver à ses rêves et cela aussi est un obstacle à sa croissance et son développement. Les parents d'une des filles ont essayé de la marier à force lorsqu'elle était en 8e année. Elle connaissait les impacts négatifs du mariage infantile et elle était présente aux séances, aux sessions justement du groupe d'adolescents. Elle a essayé de convaincre ses parents, mais ils n'ont pas vraiment porté attention à ce qu'elle a dit. Les arrangements pour le mariage étaient presque finaux. Alors on est allé à sa maison et on a arrêté le mariage. Elle n'a donc pas dû abandonner ses études. Maintenant, elle est en 10e année et elle se porte bien. Après avoir participé aux sessions, en tant qu'adolescente, nous avons compris les impacts négatifs d'un mariage sur la vie d'une fille. Maintenant, les filles peuvent prendre l'initiative sur leur propre mariage. Avant, elles étaient apeurées et ne savaient pas où aller, comment demander de l'aide. La plus grande réalisation du groupe d'adolescentes est la prévention du mariage infantile maintenant et aussi prévenir son propre mariage précoce. Durant la pandémie de COVID, nous avons modéré des sessions avec un nombre de membres limité. Nous avons appris quoi faire durant une pandémie. Nous avons appris à maintenir des distances physiques, à porter un masque
lorsque l'on va à l'extérieur. Lorsque nous avons appris ces messages, nous les avons partagés à tout le monde dans le village par le biais des textos, avec nos membres de la famille aussi. Lorsque l'on a commencé à participer au groupe, nous sommes devenus plus courageuses, plus matures mentalement, plus stables. Et cela nous a aidés à prendre en courage, justement, et de discuter. Nous devons maintenant discuter de tous nos problèmes avec nos parents, avec les autres, afin de pouvoir résoudre nos problèmes plus facilement. Bonjour, merci d'être avec nous sur notre session pour la façon de gamifier ou de tourner en jeu votre travail pour engager les Canadiens. Alors que le monde se déplace de plus en plus en ligne et l'industrie de la gratification instantanée est de plus en plus importante et l'attention de plus en plus limitée. Il faut trouver des façons de rapidement faire participer le public et utiliser des approches innovantes pour engager les Canadiens dans la santé mondiale. Une façon de s'y prendre est de gamifier le travail. Nous allons donc entendre des représentants d'organisations qui ont trouvé du succès, oui, en faisant cela, et la raison pour laquelle elles l'ont fait, et ils nous donneront certains conseils pour le faire. Je vais donc présenter nos panélistes d'aujourd'hui. Avec nous, nous avons Roberta Gramlich de la Canadian Food Grain Bank. Nous avons Michael Stevens aussi de la Croix-Rouge canadienne et Madame Tran aussi. Pour commencer, nous allons regarder pourquoi nous avons décidé de tourner en jeu notre travail, ou gamifier notre travail, et qu'est-ce qui a mené au développement de ces activités. Alors, Hung Tran, nous allons commencer avec vous, des jeux que vous avez développé, la quête du vaccinateur. C'est un jeu qui a été développé pré-pandémie, mais bien sûr, les vaccins sont clairement une priorité en ce moment. Alors, c'est clairement un jeu pertinent en ce moment. Pouvez-vous nous en dire pourquoi vous avez décidé de créer un jeu axé sur les vaccins? Pourquoi vous avez choisi un jeu plus rétro en ligne? Oui, merci de m'avoir invité à participer à ce panel. C'est un plaisir aussi d'accueillir nos deux intervenantes et intervenants. Alors oui, nous avons toujours eu du succès avec beaucoup de nos campagnes qui ont été gamifiées en utilisant des quiz, des jeux, des questions. On a eu beaucoup de succès avec des quiz sur des pays situés, 9 pays africains sur une carte, par exemple, ou en leur demandant par exemple, un quiz sur des lois sexistes. Maintenant, pour ce qui est du vaccin, nous avons une campagne de vaccination. Donc, nous sommes concentrés sur le soutien de l'Alliance pour le vaccin contre le sida. Et nous voulions montrer ou dire à quel point il est important que Gavi, donc son histoire, puisse donner des accès aux vaccins dans les endroits les plus éloignés dans le monde. Donc, nous voulions continuer à être notre succès des quiz en ne nous concentrant pas trop sur les faits, mais plus l'importance du vaccin, plutôt sur l'idée que bien, les travailleurs de santé travaillent très dur et empruntent différents itinéraires, différents modes de transport pour aider à fournir un accès aux vaccins dans les régions éloignées. C'est là où est née l'idée d'un jeu. Comment raconter l'histoire de ces travailleurs de la santé qui distribuent des vaccins. C'était donc l'idée de base du jeu et de notre campagne. Oui, j'ai essayé moi-même le jeu, je l'ai adoré, ça m'a rappelé des jeux de mon enfance, mais c'est quand même assez cool de se mettre dans la peau de quelqu'un qui livrait ses vaccins. Roberta, le
Forced to Flee de la banque de Food Grain Bank est totalement différent. C'est censé être joué en groupe, en fait, et qu'il a évolué au fil des ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler de la façon dont ce jeu a été développé, justement, et son évolution? Oui, oui, merci. Merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Force to Flee est une activité de simulation ou un jeu. Au début des années 2000, la Banque canadienne de céréales a conçu une simulation de réfugiés de 24 heures qui consistait à transporter des élèves du secondaire en autobus jusqu'au parc provincial. Et c'est assez élaboré. On avait des scénarios très réels et je crois qu'il impliquait en fait de nombreuses organisations, pas seulement la Canadian Food Grain, mais aussi la Croix-Rouge et je pense même que l'armée est impliquée à un certain moment, les tentes militaires et autre chose. Alors c'était assez élaboré comme jeu, c'était très efficace, un bon impact, mais bon, le temps a passé maintenant, là, c'était difficile d'impliquer les gens avec les processus de contrôle pour les sorties, les excursions. Alors, bon, ça devenait plus compliqué. Sachant cela, nous voulons conserver l'idée de la simulation de réfugiés et de parler de l'expérience des réfugiés, des migrants, mais en le faisant peut-être à plus petite échelle et pouvant être fait de façon dans un délai plus court. C'est ainsi que l'activité Forced to Flee a été développée. Maintenant, on peut lire ces situations en petits groupes, en discuter et prendre des décisions sur ce qu'ils veulent faire. Oui, c'est bien intéressant. C'est fascinant, justement, l'histoire derrière tout cela. Michael, pouvez-vous nous parler de Force to Fight, qui est une activité en ligne interactive avec des ressources ici qui suit des thèmes similaires d'exploration de la vie des personnes vivant dans un conflit, mais c'est une activité ou un jeu en ligne. C'est donc un peu différent. Oui, merci pour cette opportunité de participer au panel aujourd'hui, Lauren. Bonjour à tous. Forced2Fight.ca ou priseaupiège.ca en français est une ressource interactive en ligne qui suit le format d'une aventure dont vous êtes le héros. C'est conçu pour aider les jeunes et les enseignants à comprendre également le droit humanitaire et les questions humanitaires qui sont liées, qui sont associées aux conflits armés dans le monde entier. On y explore 3 scénarios différents de jeunes dans 3 parties du monde, l'Asie du Sud, l'Afrique et le Moyen-Orient. On examine les questions de la violence sexuelle et basée sur le sexe, ainsi que les enfants soldats et les migrations forcées ou les réfugiés. Similaire un peu à ce que Roberta a fait ici. L'objectif est d'aider à protéger la dignité et la vie des 3 personnages. Ça a été conçu comme une activité soit indépendante, utilisée en classe par les enseignants, ou pour accompagner des ressources, nos ressources, ou les ressources des enseignants que nous avons aussi dans les formations pour les enseignants. Il y a une raison pour laquelle nous avons décidé d'opter pour un type de ressources en ligne gamifiées, et parce que nos ressources pour les enseignants sont dans un énorme classeur comme ça. Et donc, par conséquent, il fallait avoir quelque chose d'un peu plus accessible pour les enseignants et pour les élèves. De façon fortuite, on l'a développé il y a environ 1 an et nous l'avons ensuite lancé. Maintenant, nous nous trouvons dans une situation où les enseignants ont besoin de ressources en ligne, justement. Alors, excellent timing ici. Oui, génial. J'adore ce classeur. Super. Justement, si on parle de l'espace COVID-19, est-ce qu'il y a des défis inattendus, des choses à retenir dans le processus de développement ou de lancement?
Roberta, de toute évidence, votre activité est une activité en personne qui a évolué avec le temps. Alors, comment l'avez-vous adapté à cette nouvelle ère de COVID-19 avec la distanciation sociale, l'apprentissage et le travail en ligne? L'avez-vous essayé sur Zoom? Et qu'est-ce que vous avez essayé autre chose? Oui, donc j'ai essayé de le faire avec Zoom. Et ça a fonctionné d'une certaine façon, mais les 2 dernières semaines, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de ne pas le faire seulement sur Zoom, de ne pas essayer de reproduire la même expérience, mais comment utiliser les outils de la plateforme Zoom pour pouvoir faire la même activité, mais sans simplement faire la même chose qu'en classe. Ça veut dire donc plus d'images, plus de sons, aussi faire des groupes en même temps. Euh, c'est donc certainement un défi pour nous, en mesure où il s'agit d'une expérience en personne. Mais ce qui est bien, c'est que ce n'est pas seulement pour les élèves. Nous encourageons également les familles à le faire, ceux qui s'isolent aussi à la maison. Oui, bon point. Je pense que l'on commence à ne plus avoir d'idées sur les activités. On dirait que j'ai tout regardé sur Netflix, alors pourquoi pas justement essayer ce genre de jeu sur la table de cuisine pour le biais de cette expérience. C'est une excellente idée. Michael, vous avez travaillé avec beaucoup d'enseignants aussi sur vos jeux. Y a-t-il des points clés à retenir, des leçons apprises en travaillant avec eux? Eh bien, il y a des tonnes de leçons qu'on a appris. Nous allons en partager aussi dans quelques instants, là, mais en ce qui a trait aux leçons apprises, eh bien, le temps qui est nécessaire pour produire une ressource en ligne, c'était vraiment sous-estimé. Nos ressources ont impliqué 70 personnes, 7-0, oui, de sa conceptualisation au produit final. On peut penser à l'équipe d'approvisionnement, l'équipe les conseillers à la protection, à la communication aussi. Ça parlait des innombrables heures travaillées en collaboration avec une société de conception en éducation aussi. Je pense qu'aujourd'hui, à date, il y a 5000 utilisateurs différents des ressources dans plus d'une centaine de pays. Je ne suis pas sûr de savoir comment ça s'est fait dans d'autres pays. Une fois que c'est lancé, on en perd un peu le contrôle, mais voyez, une des considérations importantes aussi dans les organisations et pour les personnes, et lorsqu'on pense à une ressource en ligne, essayer d'intégrer la capacité de collecter des données analytiques à des fins d'évaluation. Par conséquent, nous savons que 45% des utilisateurs sont des enseignants, 55% des élèves. Nous aimerions voir davantage d'élèves, alors nous devons ajuster nos efforts afin de faire en sorte que davantage d'élèves ou d'enseignants l'utilisent pour encourager les élèves à l'utiliser. Nous avons réalisé un projet pilote en format bêta aussi afin de solliciter les commentaires des élèves. Ce commentaire ici a trouvé un écho chez moi justement lorsque Justin Trudeau a annoncé qu'il allait pour la première fois accueillir des réfugiés au Canada et leur permettre de vivre correctement avec l'argent de nos impôts. J'étais pas très heureux. Il a dit parce que ses parents payaient des impôts et qu'ils travaillent dur pour ça. Il a dit par la suite, après avoir utilisé la ressource, il a reconsidéré sa position. Et il voit à quel point c'est difficile pour les jeunes en situation de conflit. C'est le genre de changement en termes de sensibilisation aux valeurs que je pense que ici les 3 panélistes nous recherchons.
Incroyable, oui. C'est fou à quel point les choses peuvent se développer et atteindre différentes parties du monde lorsqu'elles sont en ligne. Oui, atteindre de nouvelles personnes, changer les idées, en plus euh, de la Vaccine Quest, la quête du vaccinateur. Vous avez parlé de quiz, activités interactives aussi liées à des campagnes. Est-ce que vous avez est-ce que vous avez su tirer des leçons aussi dans cet espace-là? Et à quel point ces activités interactives peuvent encourager les personnes à prendre action? Oui, lorsqu'on lance une nouvelle campagne, eh bien, on essaie de justement voir comment on peut d'abord faire en sorte que c'est amusant, comment faire en sorte que c'est assez simple pour communiquer un message et ensuite comment faire en sorte qu'il puisse être partagé. Donc, si c'est assez intéressant, on peut le partager, bien sûr. On a vu donc un succès lorsqu'on a un jeu, un quiz qui est une réussite, eh bien, les gens l'aiment bien et veulent le partager aussi avec d'autres. Bien sûr, nous avons eu certains échecs dans le processus et cela nous a mené à en apprendre aussi, de ne pas chercher à faire quelque chose de trop complexe ou communiquer quelque chose qui est trop complexe dans le processus. C'est pas aussi amusant et cela mène à moins de partage. Alors, il faut que ce soit vraiment simple et surtout amusant. Ainsi, bien, les gens sont intéressés, sont attirés par le jeu et disent, bon, je vais en apprendre davantage, là. Je veux m'éduquer plus et on fait un lien afin sur peut-être des posts de blog qui expliquent davantage, des publications de blog qui expliquent davantage et qui vont plus en profondeur sur ces aspects. Oui, je vous comprends. En termes d'échec, on pense que ça peut fonctionner, mais finalement, ça ne marche pas très bien. Alors, il faut toujours se réinventer. C'est un excellent point aussi sur à quel point il faut susciter l'intérêt des gens, piquer leur curiosité dans les jeux en ligne. On essaie de rejoindre les gens en ligne aujourd'hui. Il faut essayer de dépasser cet espace-là et ensuite on peut les faire participer en ce qui a trait à la prise de conscience et tout cela pour qu'ils s'engagent davantage. Bon, alors ma prochaine question, je crois, serait quel conseil avez-vous pour d'autres organisations qui explorent ce genre d'options? Tel que vous avez mentionné, c'est difficile de percer à travers les médias sociaux, les espaces numériques en particulier, mais bien sûr aussi on doit adapter la façon dont on pense aux interactions, n'est-ce pas, en personne. Et j'espère que, bien, il y aura de la lumière au bout du tunnel, alors j'espère qu'on va retourner à un sentiment de normalité et un genre d'interaction en personne assez rapidement. Mais oui, si c'était possible de donner peut-être justement qu'est-ce qu'une petite organisation voudrait gamifier ses actions, qu'est-ce que serait votre conseil? Quel serait votre conseil? Michael? Oui, je pense que le conseil, justement, comme Young m'a mentionné, c'est de garder tout cela simple parce que les proportions, eh bien, ça peuvent grandir. Là. Je pense à quoi faire pour les petites organisations, bien, c'est de faire des partenariats. Est-ce que c'est votre organisation qui doit le créer ou est-ce qu'il y a des ressources déjà existantes qui peuvent être utilisées ou modifiées? En raison de l'incroyable quantité de temps et d'argent, nous n'aurions pas pu consacrer forcethefight.ca sans l'aide d'Affaires mondiales Canada. Ça nous a coûté environ 70 000 $ et c'était dans les moins chers. Là. Je pense que vraiment, c'est donc pas très... c'est assez coûteux, bref. Aussi, je pense la façon de penser à l'avance, la mise en place de la stratégie de communication qui est nécessaire avec le temps. 1 an et demi plus tard, nous travaillons encore à une stratégie de communication. Nous avons tellement mis de temps, c'est aussi important que les organisations investissent aussi beaucoup de temps dans
le message, dans le marketing aussi, pour les différentes audiences, les différents auditoires. Alors, je pense que ce serait... c'est à peu près les points que j'avais en tête ici. Oui, à Kenwatch, on adore les partenariats, n'est-ce pas? Alors, c'est un excellent point ici. Des gens comme Force to Fight sont d'énormes entreprises ici, là, qui ont décidé de faire. Alors, il faut s'assurer de penser à l'avenir en termes de communication, d'analytique. Restez simple. Gardez ça simple. Un bon conseil aussi. Hyung, s'il y a d'autres conseils autres que garder ça simple, est-ce que vous avez autre chose en tête? Oui, bien, je dirais de suggérer aux gens que s'ils veulent commencer à créer un jeu, ils peuvent commencer à penser au dernier quiz en ligne, ou le dernier contenu qui a été partagé sur leur réseau social personnel et pourquoi cela leur a donné l'envie de partager. Et comment ils peuvent l'appliquer au jeu ou à la question qu'ils veulent mettre en avant. Je pense que cela nous aiderait vraiment pour essayer de bâtir quelque chose qui est amusant, facile à partager. Et aussi, clairement, le partager avec des collègues, n'est-ce pas? On a une équipe assez grande ici, on est assez chanceux puisque une petite équipe va créer un quiz, un jeu amusant et ensuite les gens ne l'auront peut-être pas vu, mais vont le partager avec des collègues pour avoir des commentaires d'abord pour modifier tout cela. Et chaque fois que l'on crée un jeu, on a des versions multiples avant d'avoir une version finale parce qu'on tente de l'améliorer et susciter des commentaires à chaque fois. Oui, et très bon point. C'est bon d'avoir un regard supplémentaire sur son travail aussi. Je pense qu'à certains moments, on ne voit pas nos petites erreurs, tout ce que l'on fait. Alors, c'est aussi une excellente occasion lorsque c'est une activité un peu plus intéressante et amusante. Je sais que chez Canwatch, avant de prendre une pause, on a joué plein de jeux et c'était une excellente façon aussi de renforcer le moral plutôt à l'interne. Ça aurait été bien de le faire ensemble, mais c'était un bon compromis, n'est-ce pas? Sinon, oui, c'est génial de bâtir ce moral à l'interne. Roberta, est-ce qu'il y a des leçons que vous aimeriez partager avec d'autres organisations? Oui, je voudrais dire que je suis d'accord avec Young et Michael. Ils ont soulevé de très bons points. J'ajouterais qu'il faut réfléchir à la durée du jeu. Quelle est la durée de vie du jeu? Par exemple, allez-vous ajouter des statistiques? Est-ce que les statistiques vont être, un peu passées date à un certain moment? C'est bon pour une campagne à un certain moment. Pour nous, nous avons choisi de ne pas le faire. Alors, dans Force to Flee, quelque chose de similaire pendant plusieurs années, et il n'y a pas vraiment de statistiques qui se rattachent. L'autre conseil que je donnerais, c'est que lorsqu'on parle de jeux en ligne, par exemple Force to Flee est un jeu en personne, mais il y a un potentiel de le faire sur Zoom. Et c'est bien moins cher que de dépenser 70 000 $ pour un jeu. Il y a donc différentes façons de penser à l'interaction dans l'espace interactif. Et donc, je dirais aux gens de bien y penser, là. Oui. Eh bien, justement, la durée de vie du jeu est vraiment intéressante. C'est lorsqu'on parle au coût, aux échéanciers, c'est vraiment un excellent point ici, là. Surtout, ouais. Oui, sur l'échéancier aussi des considérations sur l'idée d'ajouter des éléments avec le temps afin de ne pas réinventer quelque chose plus tard, comme un tout nouveau jeu. Cette année, on veut ajouter un quatrième scénario sur les changements climatiques, par exemple, les enjeux autochtones aussi. Alors, on a bien hâte de susciter l'appui de partenaires et n'hésitez pas à me contacter justement sur le panel. Ainsi comme Roberta a mentionné, il y a une durée de vie plus longue à la ressource, au jeu. Oui, bon point. J'aime bien cette idée justement de ne pas avoir à réinventer la roue. Je pense que l'on peut rester pris
parfois, surtout en termes de communication, d'engagement public, comme si on devait essayer de toujours refaire quelque chose d'encore mieux, mais c'est une excellente façon de repenser à tout cela. Penser à des partenaires pour étendre des activités existantes. Et cela nous mène à un point excitant aussi, alors que l'on va conclure dans le Global Health Compact Exchange sur l'échange des impacts sur la santé. Eh bien, on va continuer nos échanges, partager des ressources entre nous et peut-être que nous aurons l'occasion de partager des activités et des jeux que l'on a vus, que ce soit pour la santé mondiale ou dans d'autres industries et secteurs. Un des fils conducteurs de cet événement est de la créativité, n'est-ce pas? Alors, nous pouvons partager ces idées créatives pour poursuivre la conversation. En terminant, est-ce que vous avez un dernier point que vous aimeriez partager avec nous? Alors, une fois, deux fois, vendu. Vous avez quelque chose, Michael? Non? Ben, simplement vous remercier, en fait, pour cette opportunité. Les gens qui participent à la conférence, l'échange, l'exchange, sont bien libres de nous contacter. N'hésitez pas à nous contacter, chacun de nous trois, là, ici, si vous voulez avoir davantage d'informations ou avant de vous lancer dans la création, la conception de ressources. Ce serait bien un plaisir de pouvoir vous aider. Ah oui, excellent point. Et comme j'ai mentionné ici à Can Watch, KSFN, nous sommes tous des partenaires et c'est une excellente occasion de se réunir au sein de la communauté et d'en apprendre les uns les autres, surtout en ce moment. C'est la semaine du développement international, alors nous nous concentrons sur l'engagement des Canadiens et l'excellent travail qui est fait partout dans le monde entier. C'est donc ce qui va conclure la conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir participé à notre panel aujourd'hui et merci à nos participants et participantes qui nous ont écoutés. J'espère que vous allez apprécier le reste du GHIX. Merci. Bye. Thank you.